C'est bon, ça enregistre, c'est parfait. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca. Merci d'avoir accepté de me recevoir pour un épisode de ce podcast. Tu as fondé Quattro Libri, tu es spécialiste des stratégies bas carbone, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi? Oui. Quattro Libri, c'est en effet un cabinet à la base d'innovation et de stratégie en transition vers la neutralité carbone. Je rappelle le terme innovation parce que j'aborde ce sujet-là sous un angle d'un cheminement où on est face à un sujet qui relève beaucoup de l'inconnu et dont les solutions ne sont pas toutes là. Alors attention, les technologies sont beaucoup là, mais les solutions de la transition ne relèvent pas uniquement de la technologie, et dans ces registres-là, on va avoir besoin d'innover. On va avoir besoin d'imaginer, on va avoir besoin de se projeter. Donc c'est un peu l'esprit que j'ai mis dans Quattro Libri. Quattro Libri accompagne donc des territoires qui font un peu de la prospective. J'ai récemment coécrit la stratégie de neutralité carbone de Paris pour 2050 avec Elliott et avec Mana, donc l'équipe avec Raphaël Ménard, avec Guillaume Meunier, avec Stéphane Chevrier notamment. Et on a répondu à une commande de la mairie de Paris, donc à une commande de Célia Bloel avec comme interlocuteur des gens comme Yann Françoise ou Sébastien Emery, Jean-Baptiste Lebrun, qui ont porté du côté de la mairie cette mission-là. Donc ça, c'est un exemple d'accompagnement de mission de territoire. J'accompagne également des entreprises, des acteurs justement de cette transition, souvent sur des questions de stratégie. Les questions qui se posent sont nouvelles, difficiles, compliquées, à des ramifications parfois insoupçonnées dans les registres des entreprises, et on a un enjeu de bascule d'une activité économique vers une autre. Troisième activité de Quattro Libri, c'est d'organiser ou d'animer des conférences. Donc, notamment, j'ai eu le plaisir de co-écrire le programme de EcoCity, le sommet mondial des villes durables. Donc là aussi, c'était un exercice de projection dans les leviers de la transition, une approche assez complète qui continue de faire référence dans l'analyse qu'on avait pu faire. Et le quatrième, c'est de la recherche, parce que à force d'être au contact de sujets neufs, un peu improbables ou compliqués pour le compte de mes clients, mais on tombe sur des sujets pour lesquels on sait qu'on n'a pas encore de réponse, ou sur lesquels on bute régulièrement et qui méritent qu'on approfondisse. Notamment, et c'est d'ailleurs peut-être une liaison avec l'objet de ce podcast, c'est à quoi ça ressemble le monde en 2050, parce qu'on parle beaucoup de la transition comme d'un processus. On sait que on doit quitter quelque chose, on sait que l'ère des fossiles est terminée. C'était d'ailleurs le sens du terme qu'on a choisi, enfin du titre qu'on a donné à notre rapport, Paris change d'air, ERE. Il s'agit réellement d'une transition polyvalente qu'on peut appeler systémique ou holistique, qui touche tous les aspects de la société. Donc on sait ce qu'on quitte puisqu'on le connaît, mais à quoi ressemble notre point d'arrivée. Et là, je suis tombé dans le cadre des préparations d'un cours que je donne à HEC sur des images de la ville durable. Et les premières images qu'on trouve quand on cherche ville durable dans n'importe quel navigateur, ça fait froid dans le dos parce que on voit du béton, on voit de la pelouse, on voit quelques arbres, on voit pas d'humains, on voit certes des éoliennes, on voit des métros, etc. Mais on voit pas de production. Un peu volantes, voilà, des choses comme ça. Mais en fait, les images sont d'une grande pauvreté. Typiquement, il y a pas de biodiversité, il y a pas de gens qui ont de métier, il y a pas de jeunes, il y a pas de vieux, il y a peu de femmes, il y a pas d'enfants. Oui, on voit l'infrastructure urbaine en fait. Voilà, mais du coup, ça ressemble pas à Avignon, ça ressemble pas à Auxerre, ça ressemble pas à Paris. Donc, ce qu'il faut penser quand on voit ces images-là, que tout ça aura disparu, ça supposerait de tout raser, probablement. Donc c'est probablement pas ce qu'on veut dire. Et s'il n'y a pas d'humain, est-ce qu'on est dans un monde à la Blade Runner où la technologie a eu un boom et ensuite s'est effondré, puis après les gens sont des sortes de pseudo-rats qui essaient de survivre en marge d'une infrastructure qui marche plus. Non, c'est pas ce que j'ai eu envie de projeter et ni ce que je pense qui nous attend.
D'abord, ce qui me fait penser que on va pas dans un scénario Blade Runner, c'est que à la fin la physique et la biologie gagnent. Donc une stratégie de résilience et de projection pour 2030, 2050 aussi surtout, c'est de se caler sur la physique et la biologie. Si on agit avec la physique et la biologie, c'est plus facile que si on agit contre. Donc ça c'est un point de base dans la façon dont on peut peut-être envisager les scénarios. Bref, dans ces recherches, je suis tombé sur une fresque de 1338 qui s'appelle l'allégorie des effets du bon gouvernement de Lorenzetti, qui est visible aujourd'hui à Sienne dans le palais public, donc le Palazzo Pubblico. À l'époque, c'était le siège du gouvernement. Et au début, je voyais dire, tiens, c'est sympa, il y a une image avec plein de gens, et puis c'est une image dans laquelle on voit l'espace bâti et l'espace rural. Et c'est un des points sur lesquels j'insiste. Quand on parle de la transition vers 2050, on a vraiment besoin d'une attention égale sur les deux registres. Dans l'espace de la ville, c'est là où les gens vivent, donc c'est là où se passe la bataille, entre guillemets, de la transition. Est-ce qu'on va être capable de réduire les émissions? Est-ce qu'on va être capable d'adapter les usages? Mais on va nourrir la population. Et nourrir la population, on sait qu'on n'a pas la surface disponible dans les villes pour pouvoir nourrir la population qui y habite, encore moins si on continue d'avoir une population qui se concentre vers les villes. Donc, il faut pouvoir avoir une vision d'approvisionnement entre guillemets l'interland, donc les espaces autour, mais pas simplement un décor qu'on voit depuis le TGV ou le périphérique ou autre, mais vraiment un système intégré à l'espace bâti, l'un ne pouvant aller sans l'autre. Et donc ça, c'était le premier niveau d'analyse qui m'a plu. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est que dans cette fresque, qui est tout en longueur, sur 14 mètres de long, les deux parties sont exactement de la même dimension. Et en fait, ça fait maintenant c'est près de 6 ans que je vis avec cette fresque qui m'occupe mentalement. Et plus je passe de temps avec elle, plus je vois de choses nouvelles qui nourrissent mon travail de représentation de 2050. Par exemple, à un moment donné, j'ai fait le puzzle de cette fresque, un puzzle en 1000 pièces, donc j'ai passé beaucoup de temps, c'est très compliqué. Et en passant beaucoup de temps, du coup, j'ai observé des détails que j'avais pas forcément vus, notamment, au cœur de la fresque, on voit 2 passagers sur un cheval. On peut se dire qu'il y a 700 ans, nos amis italiens avaient inventé le covoiturage. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, les idées qui sont parfaitement neuves ne sont pas si neuves que ça. Et d'ailleurs, ça prouve l'importance des outils de représentation. Ouais. Il faut imaginer que la règle des déplacements était probablement plus proche de 2 personnes sur un cheval que 1 personne par cheval. Mais qu'est-ce qui nous a mis dans la tête que les gens se déplaçaient à 1 personne par cheval à l'époque? C'est Thierry Lafronde. C'est les films de KPDP dans lesquels on voit une personne, un cheval, parce que les gens qui ont produit ces films venaient d'une civilisation dans laquelle il y avait une personne, une voiture. Et du coup, il n'y avait pas de notion de covoiturage dans l'esprit des gens qui ont fait les films, qui nous ont représenté la vie de l'avant-voiture. Et ce qui fait qu'on s'est créé mentalement une image très trompeuse. De même, l'idée les peintures qui dominent sont des peintures de genre où on voit les personnes de pouvoir, et les personnes de pouvoir, elles, étaient probablement à 1 personne par cheval. Mais la règle des déplacements du quotidien pour qu'un malade passe de la campagne à la ville ou que des personnes se déplacent, on optimisait les ressources. On savait ce que c'était de devoir nourrir une bête ou se la payer, etc. Donc du coup, la logique, elle était déjà là. Simplement, elle n'est pas dans nos représentations. Donc on doit donner l'importance à sa représentation parce que il y a un phénomène garbage in, garbage out qui rentre, du coup façonne notre esprit, et puis bon, après on se surprend à avoir du gaz de schiste alors qu'on avait tout pour ne pas en avoir. Alors j'aime bien que tu aies utilisé cette idée de puzzle, parce que c'est aussi ça l'envie avec ce podcast, c'est de dessiner une fresque où chaque épisode est comme une pièce en fait qui vient proposer des futurs possibles. On connaît pas le dessin final du monde en 2050, mais la logique elle est aussi là, quoi. Alors il y a un puzzle dans le puzzle en fait. Si je reviens à ma fresque, parce que donc au début je voyais ces 2 équilibres, ensuite j'ai vu des petites scénettes, et en fait en prolongeant l'analyse,
Donc il s'agit d'une allégorie, donc c'est une image symbolique, donc qui est composée de plein de trucs. Il faut à chaque fois qu'on pose le regard sur un endroit, on se dit c'est pas là par hasard. Y compris d'ailleurs la couleur. La couleur domine non pas le vert, mais le jaune. Alors c'est intéressant parce que pourquoi est-ce qu'on représente aujourd'hui la nature sous le vert, alors qu'en fait le moment où la nature est la plus productive, c'est soit quand elle est plus proche du marron. Quand elle est au printemps avant l'éclosion des feuilles, ou du jaune au moment des récoltes, quand les blés sont mûrs. Et donc notre imaginaire de la nature s'est concentré sur le vert, alors que les couleurs de la nature ne sont pas uniquement vertes. Donc on revient aussi à une question de musique là-dedans. Bref, donc j'y ai vu de plus en plus de choses, et en tant qu'allégorie, à la fin je me suis dit, bon en fait, j'ai balayé cette fresque, et j'ai regardé point par point ce qu'elle veut nous dire. Et de proche en proche, ça je me suis fait 24 zones sur cette fresque, qui, d'après ce que j'analyse, nous donnent des pôles, des chantiers, qui forment les sujets incontournables d'un projet de transition. Et donc, avec le dessinateur Johan Bertrandi, on a pris un calque de cette fresque initiale et on a remplacé les scènes qui avaient été dessinées en 1338 par des équivalents contemporains. Donc on est, par exemple, nos deux amis sur leur cheval, ce sont devenus donc une plateforme de covoiturage. Il y a un autre endroit où on voit de la construction en bois. On construit en bois aujourd'hui, mais différemment. On a des marchés. Donc aujourd'hui, les marchés reprennent certains modes de commerce qui étaient présents dans la ferme. Dans la fresque, sont un peu différents. Dans la fresque, on voit du bétail et du grain à l'intérieur des murs. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ça, c'est le stock et les réserves qui permettent de garantir la sécurité alimentaire à la ville. Aujourd'hui, ça s'appelle un frigo. Et au-dessus du frigo, parce qu'on est malin, on a récupéré la chaleur et on a mis une serre. Donc, on a mis en œuvre des principes d'économie circulaire qui étaient déjà là dans la fresque, on les a adaptés, donc on a repris les fonctions, etc. Bref, on a une mosaïque de 24 chapitres qui sont là, et on a décidé de le livrer en produit non fini, en produit infini, c'est-à-dire qu'on l'a pas colorié, et on l'a volontairement exprimé graphiquement à la manière des dessins d'enfants. On a voulu une communication univoque. Quand on voit un vélo, on sait que c'est un vélo. Quand on voit un groupe qui fait la musique, on sait que c'est un groupe qui fait la musique. Quand on voit une mariée qui jette son bouquet, on comprend que c'est un mariage. Et il n'y a pas d'ambiguïté dans le message qu'on donne. Ce qui permet de reprendre les registres de l'allégorie, on traduit comme ça auprès du public les messages qu'on veut lui donner. Mais, comme je dis, c'est infini puisque on ne prescrit pas la façon dont on va finalement le rendre. C'est-à-dire que à Lille, à Paris, à Bordeaux, à Nantes, Toulouse ou n'importe quelle autre ville que Lyon, il va rajouter mentalement le propre logo là-dessus. Ce qui fait qu'on invite dans ce travail, le spectateur à s'approprier les objets dans la fresque et à les traduire dans son registre, dans son environnement. Parce que on cherche avec cet objet-là à faire un équilibre très compliqué dans les sujets de la transition, à savoir qu'on a un destin commun, 2050, neutralité carbone, on peut aussi rajouter les objectifs de développement durable et autres, mais on a une immense diversité de territoires. Bien entendu, un projet de transition, c'est pas la même chose quand on est à Grenoble, quand on est à l'île de Ré, quand on est à Rennes, Toulouse, Paris, quand on est à Lille, quand on est à Marseille. Quand on est en Lozère. Quand on est en Lozère, on n'a pas les mêmes sols, on n'a pas les mêmes types de construction, la même architecture, les mêmes traditions, les mêmes plats, la même alimentation, le même climat. On n'a pas les mêmes enjeux. Donc quand on est en montagne, on va pas se poser les mêmes questions du littoral. Donc on a besoin d'avoir un outil qui fasse que tout le monde, quelles que soient ces différences de contexte, s'approprie la culture de la neutralité carbone et de la transition et se dise « j'ai ma place là-dedans ». D'où l'importance de la multiplication des personnages, parce que du coup on se voit enfant, on se voit nourrisson, on se voit, etc. Et on se voit, moi je suis plus intéressé par les maçons, moi je suis plus intéressé par les commerçants, je suis plus intéressé par l'éducation, par la culture, etc. En fait, moi j'ai mon clé d'entrée de lecture. Quand je regarde le truc, je vais porter mon regard vers le truc qui m'intéresse. Et à partir de là,
l'image me raconte une histoire, elle me permet de tisser les... alors du coup, avec qui est-ce que je suis en relation, qu'est-ce qui est autour de moi, qu'est-ce que je produis, qu'est-ce que je consomme, et c'est un sentiment très fort aussi qu'on a voulu traduire sur cette adhésion, cette façon de s'embarquer. Donc voilà par exemple un objet très vivant qui nourrit... qui est là pour répondre à une question que se pose pas mal de territoires, et donc, mais aussi pour traduire les résultats des travaux qu'on a pu faire dans le cadre d'analyse avec des chiffres, des tableaux, etc. Parce que quand on a travaillé pour la mairie de Paris, justement là on arrive sur des choses qui font froid dans le dos, parce que quand on dit par échange d'air, attachez vos ceintures. Franchement, attachez vos ceintures et attachons nos ceintures, on est tous concernés. On parle d'un changement d'une très très grande ampleur. Parce que simultanément, c'est nos transports, notre alimentation, nos logements, notre énergie, nos loisirs, notre économie qui vont à chaque fois bouger le plus loin possible de l'acceptabilité. Ouais, alors, et justement, 30 ans. 2050, c'est dans 33 ans. Comme tu le dis, il faut attacher ses ceintures. Les chantiers sont immenses et seront simultanés. 30 ans, c'est court, c'est rien, c'est... Comment toi, tu vois ce pas de temps? Alors, ce pas de temps, c'est intéressant. On l'a justement abordé dans notre rapport. On a interpellé le lecteur pour rappeler qu'on est aujourd'hui plus proche du 10 mai 2050 que du 10 mai 81. Ouais. Et autre facteur encore plus marquant, qui va toucher peut-être encore plus d'auditeurs ou de spectateurs de ce podcast, on est plus proche du 21 avril 2030 que du 21 avril 2002. Et le 21 avril 2002, surtout quand l'année dernière, en 2016, on avait une année électorale, et en 2017 avec la présidentielle, 2002 ça semble hier, c'est un référentiel important. On a parlé du nouveau 21 avril pour la présence de Marine Le Pen au deuxième tour. Ça semble hier. Ok, donc ça veut dire que le 21 avril 2030, c'est une fraction de temps. C'est ça. Ouais. Et le 21 avril 2030 mécaniquement c'est la même. Oui, mais il faut qu'on se rappelle que c'est un rien de temps ce 2030, et 2030 on est à mi-parcours de l'objectif de neutralité. Ouais. Et ça suppose que du coup entre maintenant et 2030, dans cette fraction de temps, eh bien on réussisse cette bascule, ce changement de rythme. Alors là, ça se passe. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qui sonne. Bon, c'est pas grave. Voilà, on va laisser sonner. Oui, on va laisser sonner. Ou peut-être pas, on doit faire une pause. Hein. Non, oui, on va attendre que ça ne sonne plus. Ça ne sonne plus. Ok, voilà, on peut reprendre. Donc on doit être à mi-parcours. Et on doit faire cette inflexion. L'autre élément qui nous rappelle à l'urgence, c'est Jean Jouzel, qui dit en 2020, on doit avoir atteint le plateau des émissions. Donc 2020, ok, on est né avant 2020, donc c'était un truc qui semblait hyper loin. Maintenant, on est à 26 mois de 2020. Ouais. Donc ça chiffre en mois. C'est plus en décennies, c'est plus en années, c'est en mois. Bientôt en semaines. Donc ça veut dire que, par exemple, là, on va démarrer peut-être une mission qui va parler de 2050. Eh bien, c'est une mission qui est planifiée sur 12 mois. Et ça veut dire que à la fin de la mission, nos résultats n'auront que 14 mois pour être mis en œuvre, pour que on puisse aider nos clients à être dans le tempo pour que en 2020 ils aient atteint ce palier qui puisse décroître. 14 mois, c'est rien du tout. Oui, c'est rien. Alors justement, parce que on va dire que pour 2050, la fresque finalement elle est là. Et c'est intéressant, c'est de se dire, la fresque elle est là, à chacun de se l'approprier, de voir les interrelations et de dessiner ce futur. N'empêche que il y a une appropriation individuelle nécessaire, mais elle est aussi collective, donc il y a aussi des enjeux de gouvernance. Comment une gouvernance collective, alors ça peut être celle de l'État ou des pouvoirs publics au sens large, est-ce qu'on est dans le pas de temps? Est-ce qu'on peut encore gagner la course contre la montre pour être prêt à répondre aux enjeux? Je pense que l'ampleur des phénomènes climatiques qu'on a eu cet été répondent à la question de manière différente. C'est-à-dire qu'on va y être contraint de répondre à cette urgence. Aujourd'hui, on n'est pas équipé et aligné pour y répondre. Un des points qui a été là encore marquant dans le travail qu'on a fait pour la ville de Paris, c'est que on n'a plus que 5 mandats municipaux
qui nous mène à 2050. Ça veut dire que chaque vote compte. 5 votes, c'est peu pour une expression de la démocratie à l'échelle. J'ai jamais vu les choses comme ça, compter les échéances. Voilà, il nous reste 5 votes. Il nous reste 5 votes pour que les villes soient neutres en carbone. Donc, ça veut dire que si jamais dans un de ces mandats on prend du retard, on va comprimer le temps qui va nous rester dans les mandats suivants, avec des objectifs encore plus difficiles à tenir, et probablement qui augmente. Donc, oui. Ça veut dire que ces 5 votes, ils sont cruciaux, mais en même temps, on voit de plus en plus des initiatives où les gens disent, nous, on veut faire de la politique au sens, voilà, les affaires de la cité, mais en dehors de la politique institutionnelle et de faire du vivre ensemble, etc. Est-ce que c'est desservir une ambition d'un meilleur vivre ensemble? Non, je pense que ça nous donne un tempo. Ça nous rappelle qu'en fait, l'enjeu démocratique, il ne peut pas se résoudre à ces 5 votes. Les 5 votes nous donneront un tempo. Ils nous permettront d'ajuster, de voir si on change un peu beaucoup moyen de personnel politique. Là, il y a eu un effet de grande lessiveuse au moment de la présidentielle et législative. Il y aura probablement cet effet au moment des prochaines municipales en 2020. Donc, c'est un tempo. Mais ça dit surtout que on ne peut pas attendre d'atteindre la neutralité carbone en 2050 si on ne fait que reposer par délégation le pilotage de cette transition sur les équipes qu'on élit. Elles ont un rôle, mais leur rôle n'a de pouvoir que si il est soutenu par nos actions et notre engagement au quotidien. Donc ça veut dire que notre conception de l'action politique, elle démarre à qu'est-ce que je mets dans mon petit déjeuner, comment est-ce que je me déplace, quels sont mes loisirs, à quel rythme est-ce que je fais l'amortissement de mes équipements, etc., etc. Quelle est la température du chauffage que je mets chez moi, est-ce que je mets un pull, est-ce que je mets pas de pull, est-ce que je mets un gilet par exemple quand il fait froid, est-ce qu'il fait pas froid. Donc toutes ces questions-là, elles vont devenir beaucoup plus conscientes. On a eu l'impression qu'on pouvait appuyer sur n'importe quel bouton, s'il allait se passer des trucs, c'était pas grave. Ce genre de choses va changer. On doit forcément le vivre différemment. Là où là, je réfléchissais à la question de la gouvernance, la complexité, c'est d'être devant un méga projet ou méta projet. Dans la mesure où on voit bien que l'objet de la neutralité carbone nous unit tous. C'est le résultat de la transition que chacun de nous, en tant qu'individu, citoyen, parent, mais aussi électeur, mais aussi employeur ou employé, va produire. Donc on a un énorme problème de coordination de la prise de décision. Il y a personne. Comme on enregistre, d'ailleurs, il y a la COP23 à Bonn. C'est une des problématiques. C'est comment, ok, on peut signer un accord de Paris. C'était il y a 2 COP maintenant, mais il faut comment on coordonne et comment vraiment on avance dans le même sens, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis la COP, il y a eu aussi les sommets Climate Change, donc les sommets des acteurs non étatiques, qui ont la bonne idée de se tenir entre 2 COP et de souligner que entre les actions rendez-vous que se donnent les États, il se passe autre chose. Et fort heureusement, il se passe autre chose. Donc oui, on a ce problème, cet enjeu massif de la coordination de l'action et probablement aussi de la coopération entre acteurs, parce que il y a probablement, on peut s'interroger sur la stratégie qui voudrait qu'un acteur économique se dise, tiens, moi, mon objectif, c'est d'être le champion de la neutralité carbone et je vais écraser les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les autres vont pas y arriver, ou que je vais créer une situation de dépendance où les autres vont... Alors toi qui travailles beaucoup avec les entreprises, justement, ce terme coopérer, elles l'entendent? Ah oui, elles le pratiquent déjà. En fait, elles le pratiquent. Et on a vu depuis quelques années, par nécessité et par rupture technologique et stratégique, des entreprises qui ont vécu des très très profonds bouleversements. Le dernier en date là, qui est en train de se passer, c'est l'arrivée de Total comme fournisseur d'électricité. Alors c'est la coopération un peu brutale, quand on s'appelle EDF et qu'on voit Total arriver en tant que fournisseur d'électricité, on se dit c'est quand même les profits du pétrole qui financent la fourniture d'électricité entre guillemets à bon compte. On peut acheter un marché grâce au pétrole pour devenir fournisseur d'électricité. Donc c'est pas des conditions de coopération pures et parfaites ici.
On n'a probablement pas encore complètement abouti le raisonnement, d'ailleurs, politique et économique sur les conditions de cette coopération. On parle d'une concurrence pure et parfaite. Est-ce qu'on peut parler d'une coopération pure et parfaite? Probablement pas. En tout cas, elle est à inventer. Cette modalité de coopération est à inventer parce que du coup, elle va aussi aujourd'hui percuter des choses qu'on considère pas bien. On considère que c'est pas bien l'entente entre des acteurs d'un marché. Alors que s'il n'y a pas d'entente, on va se retrouver avec des gens qui vont dire ici moi je vais faire du nucléaire, là moi je vais faire de l'hydrogène, là moi je vais faire des renouvelables, et puis dans les renouvelables je vais faire des renouvelables de telle puissance, puis moi je vais faire du courant continu, moi je vais faire du courant alternatif, et puis moi je vais le faire financer comme ça, et puis moi je vais faire financer comme ci, et ça va être très difficile de faire se parler tous ces réseaux. Et puis il y en a qui vont dire moi je vais faire des cultures au sol pour pouvoir faire des biocarburants. Vous voyez bien, on peut prendre l'avion puisque j'ai plus de kérosène, c'est super. Sauf que ces mêmes terres-là, peut-être qu'auparavant c'était des forêts ou c'était des sols qui servaient à alimenter les populations. Donc, est-ce que on continue de raisonner sur une approche en silo où chacun des acteurs économiques se doit de transformer son activité pour répondre à des objectifs de transformation, mais auquel cas on est très probablement dans une stratégie où on fait des vases communicants. Les actions des uns font que les autres en paient les pots cassés. Donc on peut probablement pas continuer comme ça. Un autre exemple qui prouve qu'on a eu un échec dans cette vision en silo, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui est absolument fier, hyper légitime dans son domaine pour dire moi, je suis le champion du bâtiment à énergie positive. On peut lui dire vraiment, mais bravo, vraiment, c'est super ce que vous faites. En plus, vous faites de l'économie circulaire, il n'y a pas de déchets, super. Sauf que l'emplacement choisi est loin des sites de transport et éventuellement sur des terres agricoles. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on entend encore parler de gens qui arrivent à imaginer que Europa City puisse être un projet durable. Ça n'a aucun sens. On va artificialiser les meilleurs sols agricoles au port de Paris. On a besoin de ces sols pour nourrir Paris en circuit court. Il est aberrant de les transformer et de les artificialiser. Et il n'y a pas d'autre mot, il n'y aura pas d'autre façon d'habiller le projet. Alors finalement, il faut qu'on attache nos ceintures. Le chemin, j'ai l'impression qu'il est à la fois étroit pour atteindre cette transition parce que tout retard pris se paye cash derrière. Voilà, tout retard pris se paye, et aussi parce qu'il y a une multitude d'acteurs à mettre sur ce même chemin, d'éviter que chacun prenne son chemin qui est mis aux autres. Donc, le défi, il reste immense. C'est vrai, il reste immense, et puis quand on creuse le sujet, on se dit mais au fond, est-ce qu'on est prêt? La réponse est probablement non. On n'est pas prêt aujourd'hui. Quand on voit la masse de travail qu'enquillent nos amis ou collègues ou délégués élus dans les services publics à gérer les affaires courantes, où est le pilote pour s'occuper de la transition? Ne faudrait-il pas qu'on ait un deuxième gouvernement chargé de piloter cette transition en limite à part égale avec le gouvernement actuel? On sent bien que les arbitrages aussi, les arbitrages de transition, ils sont toujours mis dans la balance au même niveau que les autres. Et la charge de travail actuelle fait que à la fin on dit et au fait il y a la neutralité carbone. C'est compliqué mais bon. Faut qu'on y consacre du temps. Bon, on y fera 3 jours. Puis dans les 3 jours, et puis on annonce par exemple là le sommet du 12 décembre. Et puis on est à maintenant tout juste un mois de l'échéance, et on voit le temps qui se réduit. Qu'est-ce qu'on va dire? En quoi est-ce que ce sommet va réellement faire bouger les choses, ou est-ce que c'est juste un effet d'annonce? Il y avait un article du Monde ce matin qui interpellait là-dessus. On a besoin de consacrer beaucoup plus de temps à la question. On est encore beaucoup trop peu nombreux à s'être emparés du sujet. On est encore beaucoup trop peu nombreux à être d'une part inquiets, mais d'autre part convaincus qu'il y a des solutions et que c'est le moment de s'en occuper. Parce que plus on attend, plus la gamme des solutions qui est devant nous va se réduire. Et puis plus le pas devient encore plus grand, à la fois dans les esprits et dans l'adaptation. Oui, et puis là, en fait, c'est une question de vitesse. En fait, si on considère que le point d'arrivée est fixe et qu'on est là, au début, on peut se faire un plan linéaire de réduction des émissions, mais si on continue à stagner sans beaucoup à la fin, ça ressemble à la falaise d'Étretat. Avec, s'il vous plaît, sautez sans parachute, et soyez heureux. Ça va être difficile de faire passer ces messages-là. Donc, on a intérêt le plus possible à ce que la courbe représente une sorte de tremplin, avec une vitesse au début, mais après on adoucit. Mais le cassage du poignet, la cassure du poignet, c'est une vraie difficulté. Aujourd'hui, on n'arrive pas à casser le poignet. On reste
dans un signal où on reste à flot, mais on casse pas le poignet, on plonge pas. Et on a besoin de payer les salaires, on a besoin de faire tourner les fonds de pension grâce au profit des entreprises, on a besoin de maintenir l'électricité dans les hôpitaux quand on opère, on a besoin de faire tourner les ascenseurs pour que les gens se bloquent pas, etc. Donc certes, on a créé une dépendance par un système live, et de plus en plus on se rapproche du moment où on va faire on-off, d'un switch live on, live, et c'est hyper dangereux. Donc on a aussi besoin de faire passer ce message du risque croissant et improbable en fait qu'on est en train de vivre, pour se dire non, on peut pas continuer comme ça, on est simplement pas, on est hors sujet là. Donc ça c'est un point. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de se passer par plein de biais différents. Le point de bascule étant aussi en train de se passer grâce au secteur financier. En un an, on a doublé le nombre de trillions qui sont sortis des énergies fossiles. Donc c'est intéressant, déjà on parle de trillions, donc de milliers de milliards, donc on commence à parler d'un peu plus d'argent de poche, et ensuite on parle de doublement en trillions en un an. Donc c'est un révélateur d'une mobilisation très forte. Également, la courbe d'installation de l'énergie photovoltaïque a constamment et de manière très significative excédé les projections les plus optimistes qu'il pouvait y avoir sur le marché, et ça continue. Donc on a des points de bascule qui sont en train de se passer. Les Chinois sont en train de massivement accélérer leurs investissements industriels sur l'après-pétrole, et on voit d'ailleurs que entre Chine et Inde, ce sont ces constructeurs-là qui font bouger leur marque maintenant, que ce soit Jaguar ou Land Rover, et Volvo. Donc Volvo sous capitaux chinois et Jaguar Land Rover sous capitaux indiens. Si on regarde leur date de sortie des moteurs thermiques, c'est respectivement 2019 et 2020. Donc c'est demain. C'est demain. Donc là, on arrive à un moment où on peut parler de compétitivité. Les acteurs européens qui ne se calent pas sur des stratégies aussi ambitieuses vont se retrouver avec des stocks invendables. Et d'ailleurs, on le voit bien, après le scandale du Dieselgate, en Allemagne, on commence à avoir 300 000 bagnoles Euro 5, donc la norme inférieure à Euro 6, des voitures qui ont été bidouillées avec leur logiciel et qui ont un risque de réputation tel qu'elles deviennent invendables. Ça représente 5 milliards d'euros de stock perdus. Et c'est voitures neuves. Donc il y a tout l'électronique, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et si on voit aujourd'hui que le phénomène touche 300 000 voitures neuves Euro 5, il faut imaginer que c'est un phénomène qui va avoir une contagion sur les 6 millions de voitures Euro 5 qui sont en circulation. Quelle va être leur valeur marchande? Aujourd'hui, quand on achète sur le marché neuf ou de l'occasion une voiture Euro 5, sa durée de vie est supérieure, physique, est supérieure à sa valeur de marché. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, quand on achète une voiture neuve, on a pour de 13-14 ans, on dépasse le temps d'usage annoncé par pour la voiture thermique dans une ville comme la ville de Paris. Donc ça veut dire que à un moment donné, ce véhicule qui continuera de pouvoir rouler théoriquement, si on considère que c'est acceptable d'émettre autant de particules fines et de CO2, théoriquement c'est acceptable, mais pratiquement ça ne l'est plus. Donc on pourra plus la revendre. Ou si on la revend et qu'on la fait partir, comme on l'a fait dans les générations précédentes dans d'autres pays, soi-disant pour faire du développement, on aura déplacé les émissions. Donc à un moment donné, dans la période, dans les 10 ans qui vont venir, il y a quelqu'un qui va dire et il sera interdit d'exporter les voitures pour pouvoir déplacer les émissions, parce qu'on va vous les comptabiliser, ça sera les mêmes. Donc il faut qu'on anticipe maintenant le changement des lignes industrielles pour que on se prépare à rétrofiter le parc existant. On a 40 millions de bagnoles qui sont obsolètes, donc il faut s'en occuper. Et 40 millions de bagnoles obsolètes, il faut l'avoir fait en 33 ans. Ça fait plus d'1 million de bagnoles par an à sortir du marché. Il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais du coup, c'est des messages comme ça qu'il faut diffuser, puisque on n'en a pas pris encore conscience. Quand on dit que la marge de manœuvre est ridiculement étroite et attachée aux ceintures, c'est ah ouais, c'est ça que ça veut dire. Ah ouais, ça veut dire un gros changement. Ouais. Alors justement, un gros changement impactant qui est proche, tu l'as dit dès le début. Alors maintenant, pour conclure cette conversation, Julien, il te reste à formuler un vœu pour
pour cette échéance de 2050? En fait, moi, c'est un vœu peut-être très personnel que j'ai envie de partager. Forcément, avec ce genre d'activité que je mène depuis une dizaine d'années, je dois probablement déteindre sur la vie de mes enfants. Et j'étais très touché par ma petite fille qui, l'année de ses 10 ans, m'a dit « Mais tu sais, papa, moi j'aimerais bien pouvoir avoir des enfants plus tard. » Je pense pas lui avoir transmis une culture anxiogène, je fais attention à ça. Mais voilà, mon vœu, c'est qu'elle puisse avoir des enfants plus tard. Et ça va dépendre de beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est pas gagné. Merci beaucoup, Julien. De rien, Rebecca. Merci.